Bonjour à tous, bienvenue pour cette web actu mensuelle, cette web actu du mois d'avril, cette première du printemps. On va faire ensemble le point sur l'actualité, l'actualité de ces dernières semaines. Comme d'habitude, le support vous sera transmis d'ici la fin de semaine ou courant semaine prochaine. Je vous invite du coup si vous avez des interrogations, à m'en faire part directement dans le chat. On commence toujours par le quiz du mois. Le quiz de ce d'avril. Alors, j'en appelle à vos connaissances, voir si vous avez un petit peu suivi l'actualité. À votre avis, l'inspection du travail peut vérifier si les salariés sont formés sur les risques liés au sexisme et au comportement discriminatoire. Alors, j'ai une majorité de vrais dans le chat. Oui, c'est vrai. L'inspection du travail peut, au cours d'un contrôle effectué dans vos services, vérifier si vos salariés, ont bénéficié de formations, liées au sexisme et au comportement discriminatoire dans votre entreprise. Ça fait partie des éléments sur lesquels l'inspection du travail peut rechercher. On en parlera tout à l'heure. Je vous montrerai, tous les éléments sur cette partie-là, sexisme, discrimination, tous les éléments, qui peuvent, sur quoi l'inspection du travail, pardon, peut aller, rechercher. La nouvelle aide exceptionnelle prévue par la loi de finances s'applique pour tous les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2026. Alors là, une majorité de faux. Ouais, j'ai quand même une grande majorité de faux. Vous avez raison, c'est faux. La loi de finances est venue, donc on en avait parlé, hein, en fin d'année 2025 et puis en début d'année 2026 cette aide exceptionnelle qui, la loi de finances n'ayant pas été publiée au journal officiel en fin d'année 2025, on se retrouvait en début d'année 2026 sans aide exceptionnelle pour les contrats d'apprentissage puisque l'aide se terminait au 31 décembre 2025. Euh, on a eu la loi de finances qui a été publiée au journal officiel en février. Donc, elle est venue prévoir une nouvelle aide exceptionnelle pour les contrats d'apprentissage. Néanmoins, cette aide exceptionnelle, elle n'est pas rétroactive, donc elle ne s'applique pas pour les contrats conclus au 1er janvier. C'est que à partir de la publication de la loi de finances, donc à partir de février, je crois que c'est le 8 de mémoire. Je vous l'ai mis sur la slide, mais ça s'appliquera qu'aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de cette loi. Il est interdit de rompre la période d'essai d'une salariée enceinte. Ah, c'est assez mitigé. J'ai à la fois du vrai, à la fois du faux. C'est pas tranché là. Alors, je vois que
Dans le chat, quelqu'un dit que c'est une salariée protégée. Vous avez raison, c'est une salariée protégée par rapport au licenciement. Il va y avoir une certaine protection de cette salariée-là par rapport au licenciement. Par contre, cette protection, elle ne s'applique pas pour la période d'essai. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rompre la période d'essai d'une salariée, même si vous savez qu'elle est enceinte. Par contre, il ne faudra pouvoir démontrer en cas de contentieux que vous avez fait cette rupture de période d'essai et que ce n'est pas du tout lié à son état, ce n'est pas lié au fait qu'elle est enceinte, mais bien à ses compétences. Donc c'est possible, mais attention, en cas de contentieux, il faut pouvoir apporter la preuve que voilà, c'est vraiment les compétences de la salariée et pas son état du coup, son état de santé. Je peux toujours retirer une prime à un salarié qui commet une faute. Voilà, c'est unanime. Tout le monde me dit faux. Alors, retirer une prime à un salarié qui commet une faute, ça peut être une sanction pécuniaire. On a un arrêt de la Cour de cassation là, qui date du début de l'année, donc on va le voir ensemble tout à l'heure. Ça pourrait même être encore plus restrictif, mais on verra ensemble tout à l'heure qu'on peut quand même apporter on peut tempérer un petit peu cette décision parce que dans le cas où mon salarié, en fait, je mets en place une prime qualité et j'attends de lui un comportement exemplaire. S'il commet une faute, techniquement, il n'a pas un comportement exemplaire. Et donc, du coup, cet arrêt tendrait à dire que, à partir du moment où je peux lui reprocher une faute, je ne pourrais pas lui enlever cette prime puisque ça reviendrait à faire une sanction pécuniaire. Là où on arrivera à tempérer un petit peu, c'est qu'il s'agit d'un arrêt qui n'a pas été publié, c'est un arrêt inédit, donc il faudra attendre de voir ce que dit la jurisprudence dans les prochains sur ce point-là. Face au refus du salarié d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, l'employeur peut prononcer un licenciement. C'est assez mitigé. Vrai, faux. C'est vrai si, donc, pour vous faire un rappel, quand je décide de notifier, enfin de sanctionner mon salarié, j'ai plusieurs sanctions qui se présentent. Je peux faire un avertissement, je peux faire une mise à pied disciplinaire, je peux faire une rétrogradation disciplinaire, ça c'est aussi possible. Mais la rétrogradation, puisque j'ai une modification d'un élément essentiel du contrat, puisque je viens modifier la qualification de mon salarié, et il y a des grandes chances que je modifie également son salaire, forcément, si je le change de poste, je vais changer son salaire. Si j'ai une rétrogradation, même si elle est liée à un motif disciplinaire, le salarié a le droit de refuser, puisque c'est un élément essentiel du contrat. Je vous rappelle, élément essentiel du contrat, j'ai le lieu de travail, le salaire, la qualification et le temps de travail. Si je viens modifier un de ces éléments-là, je suis tenu d'avoir l'accord du salarié en principe. Sauf exception dans certains cas, mais retenez que dans ces quatre situations, je dois obtenir l'accord du salarié. Là, en l'occurrence, on est sur une modification de sa qualification et une modification potentiellement de la rémunération. Donc, je dois obtenir l'accord du salarié. S'il refuse cette rétrogradation, ça veut dire que je n'ai pas épuisé mon pouvoir disciplinaire puisque je n'ai pas pu lui notifier sa sanction qu'il a refusée. Donc, je vais pouvoir prononcer une autre sanction, se poser la question de savoir est-ce que je peux du coup, lui prononcer un licenciement, qui est du coup une sanction et qui est la sanction la plus élevée,
La Cour de cassation vient bien nous préciser que oui, on peut notifier un licenciement puisque le pouvoir disciplinaire de l'employeur n'est pas épuisé. Donc, je pourrais envisager une autre sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement. Attention, il faut bien vérifier, est-ce que la procédure de licenciement a bien été respectée? Parce que vous savez que la procédure disciplinaire et la procédure de licenciement ne sont pas exactement pareilles. Donc, il faudra quand même s'assurer que la procédure de licenciement a bien été respectée ou engager enfin, convoquer le salarié à un nouvel entretien de manière à cette fois-ci à respecter la procédure de licenciement le cas échéant. Au premier trimestre 2030, c'est pas encore tout de suite, il sera possible de faire travailler les salariés le dimanche dans certaines régions dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver. Alors, je vois que tout le monde a suivi l'actualité puisque tout le monde me répond vrai. Donc, oui, c'est vrai, on a eu une loi justement qui est venue encadrer le travail le dimanche dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver, donc en 2030. Donc bon, là, on a encore un peu de temps, hein, mais on a la loi qui vient d'être publiée au journal officiel. Il sera possible dans les régions concernées qui vont accueillir des épreuves, de faire travailler certains salariés le dimanche. Donc, il y aura cette possibilité-là. La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet doit être prise en considération pour calculer l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement. C'est une question assez longue. Est-ce que pour calculer mon indemnité de licenciement, l'arrêt maladie pour consécutif à trajet doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté? C'est assez mitigé. Alors, c'est faux. À partir du moment où mon salarié, il est donc quand vous calculez votre indemnité de licenciement, vous savez que vous devez déterminer cette indemnité-là, elle prend en compte l'ancienneté acquise par le salarié. Vous pouvez déduire certaines périodes de cette ancienneté, notamment la maladie non professionnelle. À partir du moment où mon salarié il a eu de l'absence pour maladie non professionnelle, je dis n'importe quoi, j'ai un salarié qui est présent dans ma société depuis 2 ans et 6 mois, il a eu 6 mois de maladie non professionnelle, ben, pour le calcul de mon indemnité licenciement, je vais considérer qu'il a que 2 ans. Certaines conventions collectives prévoient qu'on tient compte de cette période-là de maladie. La convention collective de transport ne le prévoit pas, mais il faut quand même vérifier pour ceux qui appliquent d'autres conventions si la vôtre le prévoit. Mais dans mon exemple, mon salarié, il est présent depuis 2 ans et 6 mois. Je prends en compte qu'il a seulement 2 ans d'ancienneté puisque j'ai 6 mois de maladie que je viens déduire. Et ben, pour l'accident de trajet, j'applique la même chose. Je considère qu'il est en absence pour maladie non professionnelle. Donc, je peux déduire cette période-là de mon calcul et considérer, dans mon exemple, qu'il n'a que 2 ans d'ancienneté et non 2 ans et 6 mois. La contribution patronale de 40% sur l'indemnité de rupture conventionnelle s'applique seulement aux CERFA signés depuis le 1er janvier 2026. Alors, je vois une majorité de vrais et seulement quelques faux. Alors, il y a un petit piège que je pense ceux qui ont répondu faux ont vu. C'est faux, ce n'est pas la date de signature du CERFA qui compte, c'est bien la date de rupture du contrat. Donc je peux très bien avoir eu un CERFA qui a été signé le 30 décembre. Le contrat en lui-même,
il est rompu après le 1er janvier, j'applique les 40% sur sur les ruptures qui sont intervenues à partir du 1er janvier. Donc, si vous avez été concerné en début d'année, faites vérifier bien si vous avez bien appliqué la contribution patronale de 40%. On a eu la confirmation du boss récemment, c'est pour ça que j'en reparle maintenant, parce qu'on en a déjà parlé en début d'année. Mais là, on a eu la confirmation du boss. Donc, c'est bien la date de rupture du contrat et non la date de signature du CERFA qui fait foi. Et un petit piège. L'inaptitude peut être constatée au cours de toute visite à l'initiative du salarié, de l'employeur et du médecin du travail, et ce, même pendant un arrêt de travail. Alors, pour ceux qui participent au Web Actu chaque mois, normalement, vous avez une partie de la réponse, mais il y a eu une petite évolution. C'est pour ça que je vais reparler de ce cas-là. Mais c'est en effet vrai. On avait eu la réponse donc pour une visite médicale qui est organisée à l'initiative du salarié. Ça, on sait que l'inaptitude qui est déclarée par le médecin du travail pendant que le salarié est encore en arrêt, mais que c'est pendant une visite qu'il a sollicité lui, on le sait depuis 2023, l'inaptitude est valable. Depuis début d'année 2026, ça je vous en avais parlé lors de une des précédentes Web Actu, le salarié peut être déclaré inapte lors d'une visite médicale organisée à l'initiative de l'employeur, même si le salarié est en arrêt de travail. Et là, la boucle est bouclée. On vient d'avoir un dernier arrêt en mars 2026 qui vient nous dire que si la visite est organisée à l'initiative du médecin du travail, là encore, l'inaptitude prononcée au cours de cette visite est bien valable. Donc, maintenant, plus de doute que la visite soit organisée à l'initiative du salarié, de l'employeur ou du médecin, peu importe. À partir du moment où j'ai une visite médicale au cours de laquelle l'inaptitude est déclarée, l'inaptitude est valable. Donc, je vous remettrai les arrêts, on verra ça tout à l'heure ensemble. Et enfin, le salarié qui souhaite utiliser son CPF aura désormais un reste à charge de 150 euros. Bon, là, c'est unanime, tout le monde est d'accord. C'est vrai, en effet, maintenant, il y a un reste à charge. Ce reste à charge a augmenté. Maintenant, il est à 150 euros si le salarié veut utiliser son CPF. Alors, petit point un petit peu sur l'actualité de ces dernières semaines. Alors, juste pour information, je vous l'ai remis parce que au 1er avril 2026, le RSA a augmenté. Donc, pensez bien, vous savez, pour les saisies sur salaire, normalement, vous devez toujours laisser à vos salariés, il y a une part qui est insaisissable, c'est la part que le salarié doit toujours avoir à la fin. Et cette part, elle est au moins égale au montant mensuel du RSA. Vu que le montant mensuel du RSA a changé au 1er janvier 2026, cette part insaisissable, elle a elle aussi évolué. Donc, je vous ai remis ce montant directement sur le diapo. Le ministère du Travail a publié une fiche qui précise le rôle des agents de contrôle, notamment dans la lutte contre le sexisme au travail. Donc, je vous ai mis le lien sur le site du ministère du Travail. Il y a cette fiche qui vient préciser cela, et notamment l'inspection du travail a un rôle à jouer en matière donc vérifier enfin, de lutte contre le sexisme. Et ça va passer par différents outils, comme par exemple vérifier les mesures de prévention et de sensibilisation qui ont été mises en place par l'employeur. Donc ça, pensez bien dans vos documents uniques d'évaluation des risques.
je vous rappelle au passage que ce document est obligatoire à partir du moment où vous embauchez un salarié, pensez bien à mettre en place, enfin, à préciser toutes les mesures de prévention et de sensibilisation que vous avez mis en place pour lutter justement contre tout ce qui est harcèlement et discrimination au travail. Ça va être des éléments qui vont être vérifiés et regardés par l'inspection du travail. L'inspection du travail va également vérifier est-ce que j'ai mes salariés qui ont été formés sur tout ce qui est sexisme et comportement discriminatoire. Là encore, je fais un petit rappel, j'en profite pour vous rappeler que vous devez normalement avoir un référent harcèlement au sein de vos CSE. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien et faites le point avec votre CSE de manière à ce qu'il y ait un référent harcèlement qui soit désigné. Et ce référent harcèlement, il doit être formé. Donc là encore, c'est quelque chose que l'inspection du travail va pouvoir vérifier. L'inspecteur va pouvoir également faire examiner les dispositifs de signalement et d'enquête que vous avez mis en place en interne pour pouvoir voir s'il y a des choses qui sont mises en place dans vos sociétés. Je vois une question. Quel que soit l'effectif, oui, le référent harcèlement CSE, c'est dès que j'ai un CSE. Donc, à partir de 11 salariés, vous devez organiser des élections professionnelles. Donc, à partir de 11 salariés, vous êtes susceptible d'avoir un référent harcèlement au sein du CSE. Et à partir de plus de 250 salariés, en plus du référent harcèlement CSE, vous devez avoir un référent harcèlement mis en place dans l'entreprise. Et en cas de manquement, l'inspection du travail va pouvoir relever ces différentes infractions et va pouvoir établir un procès-verbal. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là et ça va passer par tout ce qui est mesures de prévention, formation, mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques professionnels, voilà, par tous ces éléments-là. Il a été mis aussi en place, alors là c'est l'ANACT qui a publié un guide dédié à l'absentéisme. Donc aujourd'hui, l'absentéisme, je pense que c'est un secret pour personne et vous êtes les mieux concernés, enfin les premiers concernés et ceux qui le voient et qui sont le mieux placés pour en parler. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'absence, enfin, un absentéisme toujours croissant, hein. On a quelques études qui sortent là, qui sont sorties en début d'année et qui nous montrent bien une évolution constante à la hausse du taux d'absentéisme. On a l'absentéisme. Au- Pendant très longtemps, on avait un absentéisme très fort chez les non-cadres et très faible chez les cadres. Aujourd'hui, on a un absentéisme, il est toujours moins important chez les cadres, mais il est quand même en progression. Donc, on a une population qui était un petit peu moins touchée au préalable, qui aujourd'hui est davantage concernée. Donc, on a cette évolution qui touche vraiment tout le monde. Et on constate également une augmentation des arrêts très courts, beaucoup chez les jeunes, et on constate qu'on a moins d'arrêts de travail chez les personnes de plus de 55 ans. Par contre, les arrêts de travail sont beaucoup plus longs et sont très souvent des arrêts supérieurs à 6 mois. On a vraiment cette distinction entre chez les jeunes moins de 30 ans, augmentation du nombre d'arrêts de travail, mais des arrêts de plutôt courts, moins de 3 jours, en général autour de moins de 3 jours, et les plus de 55 ans, on a moins d'arrêts, mais qui sont sur une plus longue période. Donc, l'ANACT a publié un guide donc je vous ai mis le lien, donc je vous ai mis le lien du site et je vous ai mis le lien du guide en lui-même. C'est pour vous aider à mettre en place des éléments pour lutter contre l'absentéisme Bah dans oui, vos c'est pas le but. différentes sociétés. Je vous ai mis le sommaire, comme ça au moins vous pouvez voir un petit peu Mais par contre, de je pense quoi que ça tu parle. peux, je pense qu'on peut la. Au niveau de l'apprentissage, donc il y a eu quelques évolutions, donc notamment sur l'aide exceptionnelle, hein, on l'a vu tout à l'heure en début au moment du quiz. On a aussi
l'URSSAF qui a mis à disposition des entreprises un simulateur pour vous permettre en fait d'anticiper la rémunération des salariés que vous allez embaucher, enfin des alternants que vous allez embaucher. Donc ça va permettre de calculer le salaire brut, le salaire net après impôt, le coût total que ça va représenter pour vous. Donc ça vous permet d'anticiper en fait la rémunération ce que va vous coûter cet alternant. Aujourd'hui, on sait qu'on a eu, enfin, on l'a vu hein, depuis 2025, il y a eu quand même pas mal de baisses. Maintenant, il y a des restes à charge, tout n'est plus pris en charge par l'OPCO. Enfin, voilà, il y a un coup de rabot qui est mis au niveau de l'apprentissage, ce qui est dommage parce que c'est quelque chose qui se développait quand même beaucoup, mais il y a aujourd'hui un coût financier qui est un peu plus important pour les employeurs. Donc, au moins, avec cet outil, je vous ai mis le lien, ça vous permet de pouvoir anticiper avant d'embaucher votre apprenti. L'aide exceptionnelle, elle, du coup, elle a été remise en place. Donc, comme je vous avais dit, elle s'était arrêtée au 31 décembre 2025. Et puisqu'on n'avait pas de loi de finances, elle était, elle ne s'appliquait plus sur le début d'année. Donc là, maintenant, à partir, enfin, pour les contrats qui sont conclus à partir du 8 mars et jusqu'au 31 décembre 2026, parce qu'on a eu un décret du 6 mars qui est consécutif à à la publication de la loi de finances. Donc maintenant, on a l'information que cette aide exceptionnelle, elle a été remise en place. Par contre, on est sur un montant qui est moins intéressant, moins élevé qu'en 2025. Mais bon, il y a quand même cette aide qui a été remise en place. On a la confirmation que cette aide, elle ne s'applique que à partir du 8 mars 2026, pardon. Donc pour tous les contrats qui ont été conclus entre le 1er janvier et le 7 mars, il n'y a que l'aide unique qui va s'appliquer. Et donc, je vous rappelle que l'aide unique, elle s'applique que aux entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent des apprentis qui préparent une certification au plus équivalente au bac. Donc, je vous ai mis un petit tableau. Au moins, ça vous permet de faire le point sur est-ce que je peux bénéficier d'une aide? Oui, non. Et à combien est-ce qu'elle à combien s'élève cette aide? Donc, au moins, vous savez, voilà, si vous êtes moins de 250 salariés, ben, est-ce que j'embauche un salarié, un apprenti qui va préparer un bac plus 5? Dans quel endroit est-ce que je me situe? Bah, au moins, ça vous permet de savoir, voilà, le montant de mon aide, ça va être celui-là. Pour les apprentis en situation de handicap, le montant de l'aide là est plus élevé et s'élève à 6 000 euros maximum dans cette situation-là. Et pour finir sur l'apprentissage, il y a la campagne pour la taxe d'apprentissage qui va débuter, puisque ça va être sur les DSN d'avril. Donc ça va être là tout prochainement. Il va y avoir la collecte du solde de la taxe d'apprentissage qui va être fait très prochainement. Une fois que cette somme est récoltée, derrière, c'est à vous d'aller choisir les établissements et les formations à qui vous souhaitez affecter ce solde de cette taxe-là. Donc, vous avez le choix et vous pouvez faire ce choix directement en ligne. Je vous ai remis le lien du coup de la plateforme et vous avez le lien enfin, vous avez le calendrier avec les différentes dates. Donc, voilà, pensez bien à aller voir pour voir à quelle formation est-ce que vous voulez attribuer la somme. Vous payez quelque chose, autant que vous choisissiez à qui vous allez l'attribuer. Autre actualité, alors le passeport prévention, j'en ai quand même pas mal parlé au cours de différentes web actus. Je vous refais juste un petit rappel puisque du coup depuis le 16 mars, les employeurs maintenant ont l'obligation de déclarer les formations en santé et sécurité au travail qui sont dispensées en interne et vous avez aussi l'obligation de vérifier les déclarations qui ont été faites par les organismes de formation.
Donc voilà, je vous rappelle que l'objectif de ce passeport, c'est vraiment de centraliser toutes les formations suivies par le salarié en matière de santé et sécurité. Ça permet de regrouper toutes les attestations, les certificats et les diplômes au même endroit. Et donc l'objectif, c'est à la fois d'éviter les formations qui sont redondantes, mais aussi de permettre une meilleure gestion des compétences dans l'entreprise. Donc au moins, ça vous permet de suivre les formations dispensées, anticiper les éventuels renouvellements si nécessaire, et aussi de voir est-ce qu'il y a des formations manquantes et des compétences manquantes pour certains de vos salariés. Donc je ne sais pas si vous êtes allé consulter déjà pour voir la plateforme à quoi, enfin comment est-ce que ça se présentait, mais je vous invite à y aller. Et en tout cas, si vous réalisez des formations en interne, bien pensez à aller les déclarer sur votre espace. Ça m'intéresse pas. Donc j'attends. La loi sur les Jeux olympiques d'hiver et paralympiques pour 2030 a été publiée au journal officiel. Donc, c'est une loi du 20 mars 2026. Donc, elle prévoit que du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030, il y aura une dérogation au repos dominical qui peut être accordée par les préfets, mais seulement dans les communes où il y aura des sites avec des compétitions en lien avec les Jeux olympiques. Et dans ce cas-là, les salariés qui seront des salariés volontaires pourront venir travailler le dimanche. Et pour ces salariés-là, ils vont pouvoir bénéficier d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue et également un repos compensateur équivalent. Donc voilà pour les... Donc ça va concerner que les endroits où il y aura des sites d'implantation des épreuves des JO. Sur la déclaration des travailleurs handicapés, il y a un arrêté qui a été publié, c'est afin de fixer les modèles d'attestation. Donc, vous savez, vous pouvez, quand vous n'avez pas atteint le nombre de salariés, enfin l'embauche du nombre de salariés en travailleurs handicapés dans votre société, vous avez normalement une contribution AGFIP à payer, mais vous pouvez déduire une somme. Vous pouvez déduire les dépenses liées au partenariat. Ça devait s'arrêter à la base en 2025, puis finalement c'est prolongé. Donc, c'est prolongé jusqu'en 2029 de mémoire. Donc, pour ces dépenses-là, il y a un formulaire qui doit être rempli par les organismes partenaires avec qui vous avez un partenariat de conclu. Et normalement, ces organismes doivent vous fournir cette attestation. Ça va vous permettre justement de justifier votre partenariat et de venir en déduction de l'indemnité de la contribution AGFIP que vous devriez payer. Voilà, ça c'est juste à titre d'information. Autre actualité, les ruptures conventionnelles. Alors, pour info, ça c'est vraiment une information, il n'y a rien d'officiel et en plus, ça concerne l'indemnisation chômage, donc ça ne vous concerne pas vous directement, ça concerne vos salariés, mais c'est pour que vous ayez l'information. Le Sénat a adopté au début du mois un projet de loi qui vient transposer un avenant sur l'indemnisation chômage. Et en fait, l'objectif, c'est de venir réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi quand, quand ils sont au chômage parce qu'ils ont bénéficié d'une rupture conventionnelle. J'en avais parlé brièvement le mois dernier. L'objectif, en fait, c'est de dire que les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur ça en disant, techniquement, le salarié, il est au chômage, mais il l'a choisi, puisque c'est suite à une rupture conventionnelle. Donc, au lieu d'avoir une indemnisation de 18 mois, on va prévoir une indemnisation de seulement 15 mois. Donc, réduire la durée de l'indemnisation. Donc voilà. Au mois de mars, j'en avais parlé à la dernière Web Actu, mais c'était seulement quelque chose de dans les tuyaux, mais sans, enfin, les partenaires sociaux s'étaient réunis et on attendait la validation des partenaires sociaux. Là, on a un projet de loi et ça a été adopté par le Sénat en début de mois, donc c'est un petit peu plus avancé dans le process, même si aujourd'hui, rien n'est définitif, rien n'est signé et ça ne s'applique pas encore à ce jour, mais c'est pour que vous l'ayez en tête. Toujours sur la rupture conventionnelle, donc vous savez qu'au 1er janvier 2026,
La contribution patronale, quand vous payez l'indemnité de rupture conventionnelle, vous avez une contribution patronale à payer en plus. Donc, vous payez l'indemnité et ça, c'est soumis à charge à hauteur du coup de avant 30%, maintenant 40%. Et là, le boss est venu nous confirmer dans sa mise à jour, dans sa dernière mise à jour, que c'est pour les ruptures dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026. Donc même un CERFA que vous auriez signé le 30 décembre en vous disant au moins on signe le CERFA, on payera que 30% d'indemnité, et enfin 30% de contribution, pardon, et pas 40. Attention et revérifiez bien du coup les ruptures conventionnelles que vous avez fait en début d'année, voir si vous avez bien payé votre contribution à 40% et pas à 30%. Et puis sur le boss, toujours, petite information, il y a eu une mise à jour qui a été faite le 30 mars, qui est venue actualiser plusieurs rubriques. Donc la rubrique exonération des heures supplémentaires et complémentaires, puisque suite à la loi de financement de sécurité sociale, il y a eu des évolutions dont on avait parlé en fin d'année 2025. L'indemnité rupture, du coup, pour mettre à jour la partie sur la contribution patronale à 40%. Et il y a deux rubriques qui ont été créées, notamment par rapport à la réduction générale dégressive unique. Vous savez que depuis le début d'année 2026, la réduction Fillon s'est transformée en réduction générale dégressive unique. C'est une réduction qui regroupe la partie, donc la réduction Fillon et réduction du taux maladie et famille. Et on a des précisions notamment sur le mode de calcul pour les conducteurs. En fait, ça vient entériner le fait que on applique la même chose qu'auparavant avec le même coefficient qu'avant pour les grands routiers et les courtes distances où on prend en compte les heures d'équivalence. Donc voilà, là maintenant c'est précisé dans le boss. Pour finir sur l'actualité législative, avant d'attaquer sur l'actualité jurisprudentielle, on a la CNIL qui est venue qui a publié un référentiel. Donc, souvent, vous vous posez la question, combien de temps est-ce que je dois garder tel document? Est-ce que ça, je dois le garder encore longtemps? Ça, je l'ai en papier, je l'ai en dématérialisé, est-ce que je dois le garder? On se pose toujours cette question, surtout aujourd'hui à l'heure du numérique où on a quand même beaucoup de choses, on garde plus trop en format papier, on garde plutôt en format numérique. Combien de temps est-ce qu'on doit les garder? La CNIL est venue à publier un référentiel. Donc ça peut bien vous aider à savoir faire du tri un peu dans vos papiers. Ce référentiel, il est là pour encadrer les données de conservation, les durées de conservation, pardon, des différentes données dans la gestion des ressources humaines. C'est vraiment pour vous aider. C'est pas quelque chose ce référentiel, alors il y a certaines durées de conservation qui sont légales, qui sont obligatoires, on ne pourra pas y déroger. Il y en a d'autres, c'est plutôt du conseil. Donc, ce qui n'est pas prévu par la loi, c'est pas obligatoire. C'est un référentiel qui n'a pas le caractère obligatoire, sauf pour ce qui est prévu par la loi ou la réglementation, mais au moins ça peut vous donner un ordre d'idée de combien de temps est-ce que je conserve tel document ou tel document. Pour les DSN de substitution, j'en ai déjà parlé au cours des dernières Web Actu, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, ayez bien en tête que les échéances approchent et que donc là, normalement, s'il y a des anomalies, vous allez commencer à recevoir les propositions de correction. Et il faudra derrière voir si vous faites la modification. Si derrière, de toute façon, elle n'est pas effectuée, la modification sera faite d'office pour tout ce qui concerne les anomalies qui impactent les droits à la retraite de base et complémentaire des salariés. Et puis le CPF, donc comme je vous disais, à partir du 2 avril, il y a un reste à charge de 150 euros pour les salariés qui veulent utiliser leur CPF. Alors, j'ai une question dans le chat. Conserver en démat vaut également conservation papier. Ça, je vous inviterai à voir directement dans le référentiel. Au moins, vous aurez toutes les informations par rapport à votre situation précise, à votre papier précis que vous avez en tête. Ça, je vous inviterai à regarder dans le référentiel. Sur l'actualité jurisprudentielle. Alors,
On a eu une évolution par rapport aux heures supplémentaires. Donc, en fin d'année 2025, je vais vous préciser que les heures supplémentaires qui sont effectuées à l'initiative, même parfois du salarié, mais qui sont simplement induites par la charge de travail que le salarié a, c'est pas l'employeur qui lui a demandé de faire ces heures, mais c'est bien en raison de la charge de travail qu'il a fait ces heures supplémentaires. Ce sont des heures supplémentaires à rémunérer. Le, on a un arrêt du début d'année 2026 qui vient un petit peu tempérer cette position-là en précisant que à partir du moment où le salarié avait connaissance d'une note qui soumettait l'accomplissement d'heures supplémentaires à la validation du supérieur hiérarchique, dans ce cadre-là, on pouvait considérer que le salarié commettait une faute déjà en réalisant des heures supplémentaires, puisqu'il ne pouvait pas démontrer l'accord implicite du salarié de l'employeur, pardon, à l'accomplissement de ces heures. Donc, euh, la Cour de cassation, elle vient du coup un petit peu adoucir sa précédente position et elle vient donner la possibilité à l'employeur d'encadrer la réalisation d'heures supplémentaires si les heures supplémentaires ne sont pas rendues nécessaires par la tâche à accomplir et qu'on a fait une note de service qui indique l'interdiction de faire des heures supplémentaires non demandées par l'employeur, dans ce cas, on pourra justifier de ne pas les rémunérer. Mais attention, si mon salarié il a connaissance qu'il y a une note de service qui dit qu'il ne peut pas faire des heures sup sans l'accord de l'employeur, mais qu'en fait le travail qu'il a à réaliser nécessite des heures supplémentaires, on ne pourra pas se baser sur cet arrêt-là. S'il y a réellement une charge de travail conséquente et que le salarié a besoin de faire ses heures, ça sera difficile de justifier ça. Sur le bulletin de paye, attention, des fois, il y en a certains où je sais que l'intitulé mentionné sur le bulletin de paye n'est pas toujours le même intitulé que ce qui est prévu enfin, ce qui est prévu dans le contrat de travail. Là, on avait dans cette affaire un litige qui portait sur l'emploi mentionné. La salariée, en fait, elle avait réclamé la remise de bulletin de paye où était mentionné son poste de Global Service Manager. C'était le poste qu'elle occupait réellement, alors que depuis plusieurs années, sur ces bulletins de paye, c'était écrit Salle Assistant. Donc, c'était pas le même nom que le même intitulé de poste que celui qu'elle occupait réellement. Donc, dans cette situation, la Cour de cassation, elle a estimé que même si en soi, c'était juste l'intitulé qui changeait, qui n'était pas le bon, la qualification était la bonne, le salaire minimum était bien respecté, c'était vraiment juste le nom, enfin l'intitulé du poste en lui-même. Dans ce cas, la Cour de cassation rappelle que le salarié, enfin l'employeur doit fournir au salarié un bulletin de paye qui mentionne le bon poste occupé réellement par le salarié. Donc là, dans cette situation, il a été condamné parce que les bulletins de paye qui ont été donnés aux salariés n'étaient pas conformes à l'emploi réellement occupé par le salarié, peu importe que cette erreur n'avait aucun impact sur la rémunération du salarié. Sur la rupture de période d'essai, donc on l'a vu, je vous en ai parlé en début de formation. euh, En principe, un salarié, à partir du moment où, enfin une salariée, à partir du moment où elle déclare son état de grossesse, elle bénéficie d'une certaine protection. Donc elle a une protection relative pendant toute la période qui précède son état de grossesse, enfin son congé maternité, pardon. Pendant son congé maternité, elle a une protection absolue. Pendant les congés qui suivent aussi, et ensuite elle a une période de 10 semaines quand elle va revenir où elle est à nouveau protégée. Là, dans cette situation-là, l'employeur a rompu la période d'essai de la salariée alors qu'elle lui avait déclaré son état de grossesse et la salariée, du coup, elle a demandé la nullité de la rupture pour discrimination liée à la grossesse.
La Cour de cassation, elle estime que l'employeur rompt la période d'essai de la salariée à pouvoir, après que si l'employeur rompt pardon, la période d'essai de la salariée alors qu'il est informé de la grossesse, c'est possible, mais il lui appartiendra, dans ce cas-là, de démontrer que cette décision était étrangère à son état. Là, dans ce cas-là, la protection, qui est une protection qui s'applique pour le licenciement, on ne la transpose pas pour la rupture de la période d'essai, parce qu'on est sur un formalisme différent. La rupture du CDI dans le cadre d'un licenciement, c'est différent de la rupture de la période d'essai. Donc, les dispositions qui protègent la femme enceinte contre le licenciement ne vont pas s'appliquer. On va pouvoir faire cette rupture, mais comme je vous l'ai précisé, il ne faut pas que l'employeur prenne en considération l'état de grossesse de la salariée et que la fin de contrat, la fin de la période d'essai soit liée à ce motif-là. Pour les sanctions pécuniaires, là, on était sur un salarié, donc dans cette situation-là, c'était un rugbyman professionnel. Le CDD, donc qui était embauché en CDD, le CDD a été rompu pour faute grave. En fait, il avait fait à la sortie du terrain, parce qu'il est sorti par rapport à un carton jaune, il a fait des gestes déplacés sur le terrain. Je rentrerai pas dans le détail sur les gestes qui ont été faits. Et il a été aussi sur son lieu de travail en état d'ébriété. Enfin voilà, il y a eu pas mal de faits qui lui ont été reprochés. Son contrat prévoyait une prime mensuelle d'éthique, ça s'appelait comme ça, prime mensuelle d'éthique. C'était prévu qu'elle n'était due qu'en l'absence de tout comportement contraire à l'éthique du sport. Donc acte de violence, possession ou utilisation de produits prohibés, etc. Ou de tout autre agissement pouvant nuire à l'image du club. Donc, compte tenu de ces fautes, l'employeur n'a pas versé la prime. Mais la Cour de cassation, elle a estimé que le défaut de paiement de cette prime d'éthique était justifié par des sanctions que l'employeur avait appliquées en raison de faits considérés comme fautifs. Donc, la Cour de cassation, elle a estimé qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire. Et donc, la sanction pécuniaire étant prohibée, cette remise en cause enfin, le non-versement de cette prime était remis en cause. Cette décision, elle peut avoir un fort impact, notamment dans vos activités où aujourd'hui vous mettez en place des primes de non-accident. Forcément, salarié il a un accident, je lui verse pas la prime. Ben, l'accident, on peut le considérer comme une faute. Et donc, on peut se poser la question de quelles vont être les conséquences de cet arrêt. Alors là où il faut quand même tempérer, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'un arrêt inédit qui n'a pas été publié, donc qui a une portée relativement faible, entre guillemets. C'est le degré le plus faible des arrêts de la Cour de cassation. Donc, ce qu'on préconise, c'est d'attendre de voir ce qui va se passer, si on va avoir d'autres arrêts de la Cour de cassation dans le même sens, parce que à partir du moment où aujourd'hui, où il y a beaucoup d'entre vous qui ont mis en place soit des primes qualité, des primes de non-accident, voilà. Et à partir du moment où un des critères n'est pas rempli, à savoir le fait de ne pas avoir un accident, bah, si j'ai un accident, mon critère de ne pas en avoir n'est pas rempli, je ne donne pas la prime. Ça voudrait dire que toutes ces primes-là seraient remises en cause. Donc, aujourd'hui, voilà, je vous expose cet arrêt. Il existe, mais c'est un arrêt qui n'est pas publié, donc il faut quand même tempérer un peu son impact l'impact qu'il pourra avoir, et on va attendre de voir si on a d'autres arrêts qui suivent cette position et qui ont une influence et un impact plus important. Sur la rétrogradation et le licenciement. Là, on est dans une situation, comme je vous expliquais en enfin, en introduction, lorsque le salarié commet une faute, je peux le sanctionner. Et l'une des sanctions que je peux prononcer, c'est une rétrogradation. Au passage, j'en profite pour faire un rappel, hein, pour les entreprises de plus de 50 salariés, si vous n'avez pas de règlement intérieur, vous ne pouvez pas sanctionner hormis les licenciements. Donc, je vous rappelle qu'il faut bien faire vos règlements intérieurs dans les entreprises de plus de 50. C'est une obligation et si vous ne le faites pas, ça a un impact sur votre pouvoir disciplinaire. Parenthèse fermée.
La rétrogradation, c'est quelque chose que je peux prononcer, c'est une sanction que je peux prononcer dans le cadre de mon pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'un de mes salariés. Mais comme je vous disais, comme on touche à un élément essentiel du contrat, je dois obtenir l'accord du salarié, je ne peux pas lui imposer cette rétrogradation. Donc là, dans cette situation, on était sur un mécanicien qui était sanctionné par une rétrogradation. Il a refusé la modification de son contrat. Donc l'employeur, derrière, il a prononcé un licenciement pour faute grave. La procédure de licenciement pour faute grave avait été respectée, c'est pour ça qu'il a pu le faire. Si vous faites qu'une procédure de sanction disciplinaire, vous ne pourrez pas aller jusqu'au licenciement pour faute grave, vous serez obligé de recommencer la procédure. Là, dans cette situation, ce n'est pas un souci de procédure, c'est vraiment un souci de est-ce que la faute grave est justifiée ou pas. Le salarié a contesté la faute grave. En appel, les juges lui ont donné raison. Mais derrière, la Cour de cassation, elle a dit, puisque le salarié avait refusé la rétrogradation, les juges doivent vérifier si la faute est tellement grave qu'elle empêchait bien le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc en fait, c'est pas parce que dans une première intention, on a fait une proposition de rétrogradation que forcément, ça veut dire que je ne pouvais pas aller sur le licenciement pour faute grave. Le juge doit se poser la question, est-ce que la faute était tellement grave qu'on ne pouvait pas maintenir le salarié dans la société et que ça justifie la faute grave? Donc, le licenciement pour faute grave pourra être justifié dans ce cas-là. Par contre, l'un des points négatifs, donc d'office, on pourra pas dire d'office que puisque la rétrogradation a été prononcée dans un premier temps, ça voulait dire qu'on pouvait garder le salarié. Certes, on pouvait peut-être le garder, mais sur un poste moins important. Sur un poste de manager, par exemple, vu la faute qui a été commise, on ne peut pas le conserver sur ce poste-là. Donc, potentiellement, la faute grave, elle peut être justifiée. Donc voilà, pour avoir en tête que c'est pas parce que ma rétrogradation a été refusée par mon salarié que derrière je suis bloquée, je peux sanctionner mon salarié et je peux aller jusqu'au licenciement. Sur l'indemnité de licenciement, donc comme je vous disais en introduction, les périodes de suspension du contrat de travail qui résultent d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne sont pas pris en compte pour calculer l'ancienneté pour déterminer si mon salarié il a le droit à l'indemnité légale de licenciement, donc s'il a les 8 mois d'ancienneté nécessaires pour avoir le droit à l'indemnité, mais aussi pour calculer son montant. Donc l'accident de trajet, il est considéré comme un accident, comme un arrêt maladie d'origine non professionnelle. Donc je peux déduire cette période. Donc l'exemple que je vous prenais en introduction, mon salarié qui a 2 ans et 6 mois d'ancienneté. Il a eu un arrêt de 6 mois parce que suite à un accident de trajet, je considère qu'il a que 2 ans d'ancienneté pour calculer l'indemnité de licenciement. Et dernier arrêt, donc sur l'inaptitude, on en a parlé tout à l'heure. euh, on a maintenant la confirmation que peu importe qui est à l'initiative de la visite au cours de laquelle le salarié est déclaré inapte pendant un arrêt de travail, l'inaptitude est valable. Donc, l'inaptitude du salarié à son poste de travail, elle peut être constatée à l'issue d'une visite, qu'elle soit initiée par le médecin du travail, qu'elle soit initiée par le salarié directement ou qu'elle soit initiée par l'employeur. Peu importe, à partir du moment où j'ai une visite médicale et un médecin qui me déclare un salarié inapte, même si le salarié est encore en arrêt de travail, l'inaptitude sera valable et il sera possible du coup de faire une procédure de licenciement pour une aptitude classique, hein, de respecter toute la procédure liée à l'inaptitude. Maintenant, reste à savoir, est-ce que les médecins vont bien accepter d'organiser ces visites, hein, parce que des fois, on demande des visites de reprise et puis le médecin du travail nous dit non, non, mais votre salarié, il est encore en arrêt, donc moi, je vous fournis pas enfin, je vous donne pas de date, je vous donne pas de rendez-vous. Donc, si les médecins du travail vous donnent pas de rendez-vous et refusent de le faire, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas leur imposer.
J'arrive au bout de cette web actu pour ce mois d'avril. Alors, je vous fais un petit rappel. On a on a encore des formations à venir hein, sur le premier semestre qu'on propose. Donc, pour les formations référent harcèlement, par exemple, dans 2 semaines. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'inspection du travail peut venir vérifier si vos salariés, notamment vos référents harcèlement CSE, sont bien formés. Nous, on propose cette formation qui remplit cette obligation. Une formation sur les congés payés, c'est toujours des questions qu'on se pose à l'approche des congés, donc ça peut être intéressant de refaire un point pour réactualiser vos connaissances sur les congés. Sur le transport marchandises, tout ce qui est RSE, tout ce qui est contrat de travail et embauche, voilà, ça c'est les prochaines formations qu'on propose en vidéo, les formations de 2 heures qui sont proposées en vidéo jusqu'au premier semestre. Et ensuite, on proposera des nouvelles thématiques à la rentrée. Le mois de mai comportant plein de jours fériés, il fallait trouver une date où on n'avait pas de jours fériés. Donc, la prochaine Web Actu c'est un mardi, attention, et du coup, ça sera le 12 mai 2026. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous et au mois prochain.